Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, on fera notre fil rouge habituel avec Sacha Pouget, fondateur de Biotech Bourse. L'entretien sera, lui, consacré à Cédric Moreau, partenaire chez Sofinnova Partners. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et je suis pour ce point d'actu en compagnie de Sacha Pouget, directeur associé chez Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Allez, on va terminer cette année avec notre fil rouge traditionnel. On regarde avec vous les performances, les valorisations, les opérations, les news bien sûr du secteur. Et on avait envie de faire le point à cette presque fin d'année sur... Allez, on va presque arrêter les compteurs, puisqu'après je pense que la prochaine fois on se reverra, ce sera en 2022, sur les performances 2021 des biotech. Eh bien, cette année 2021 a, on va dire, été somme toute stable, puisque depuis le début de l'année, on perd moins de 10%, on perd 8% depuis le début de l'année. Après, il faut... Donc là, sur les biotech françaises, Sacha. Uniquement sur les 32 biotech françaises, vraiment dans le thérapeutique. Il faut savoir qu'on avait connu quand même une année 2020, évidemment, exceptionnelle. Incroyable. Donc là, cette année 2021 était vraiment l'année de vérité qui devait confirmer le bon parcours des biotech françaises. Et il s'avère que les sociétés qui étaient notamment impliquées dans les traitements et les diagnostics et aussi les vaccins, eh bien, on peut délivrer dans la globalité, ce qui a entraîné une contre-performance sur certaines d'entre elles, même si on a vu aussi de très beaux parcours boursiers, et notamment sur une société qui opère dans les vaccins, Valneva, et qui a maintenant atteint une valorisation de 3 milliards d'euros. Donc on a quand même certaines sociétés qui ont pu s'extraire de cette année, on va dire, qui n'a pas délivré, mais dans l'ensemble, alors qu'on progressait de 20% entre janvier 2021 et février 2021, eh bien là, on a connu une contre-performance dans les mois qui ont suivi pour en être vers les plus bas de l'année, même s'il ne faut pas oublier que par rapport à début 2020, les biotech françaises progressent de 150%. Oui, il y a eu quand même cette progression des biotech avec des parcours parfois assez différents au sein de ce secteur aussi. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 2 derniers mois, Sacha, à retenir pour l'investisseur individuel? Alors, il faut savoir que le 4e trimestre est généralement plutôt porteur en termes d'annonces des biotech. Donc il y a beaucoup d'annonces. C'est ce qu'on a vu constater par exemple lors du dernier trimestre de 2020 où pas loin de 30 annonces avaient été réalisées par les 30 biotech françaises à l'époque. Donc on a déjà eu des annonces. Alors, on va commencer par les annonces positives. Allez. On a eu quand même Abionyx qui est rentré en négociation au mois d'octobre avec une société qui s'appelle Iris Pharma pour la racheter. Ça a été officialisé au mois de novembre, le 18 novembre. Et à l'époque, le 18 novembre, la société a progressé de 84% suite à cette annonce. On a eu aussi un beau parcours de Valneva. Il faut juste dire qu'on a eu le directeur général sur un numéro spécial du Journal des Biotech sur Boursorama pour nous expliquer justement cette acquisition. Et donc, voilà, il y a des jolis mouvements et aussi de belles opérations qui sont réalisées. Valneva qui avait aussi connu un beau parcours en octobre après des résultats de phase 3 qui avaient été positifs pour son vaccin Covid. Le titre avait progressé le 18 octobre de 33%. Et puis, après le coup de Trafalgar des Anglais. Alors, après une déception, voilà, c'est aussi ça les sociétés de biotech. Sur Valneva. Voilà, jamais rien n'est figé et maintenant le cours est à son plus haut historique suite à des interrogations sur la société pour aboutir le 10 novembre à une progression de son cours de bourse de 25% suite à la commande de la Commission européenne de 60 millions de doses. Donc la société est maintenant la société la plus valorisée historiquement sur le secteur biotech français puisqu'elle vaut 3 milliards d'euros. C'est 30% quand même de la valorisation complète des 32 sociétés françaises. Et puis, il y a eu quelques déceptions aussi, Laurent, malgré tout. On commence par Selectis, qui a déçu le marché le 8 octobre et qui a perdu 22% suite à l'annonce d'une suspension de ses essais cliniques aux États-Unis avec le produit Allo 501. Et puis, on rappelle peut-être, Sacha, Selectis, dans les quartiers. Ils sont dans les quartiers, voilà, exactement. Donc, c'est l'immunothérapie dans l'oncologie, là, principalement. Et on a eu aussi Eritech, une autre société qui opère dans l'oncologie, qui a perdu le 25 octobre plus de 50% de sa valeur suite à une déception sur des résultats de phase 3 dans le cancer du pancréas. Et pour finir sur deux déconvenus, on a eu aussi DBV qui a annoncé le 27 octobre des retards
sur son approbation pour son Viaskin dans l'allergie à l'arachide. Ouais. Et donc, cette société a fait dévisser le titre de 26%. Et puis, Gensight, même si le titre a bien récupéré depuis, qui avait annoncé le 4 novembre, vous en parliez, je crois, juste avant l'émission, qui avait annoncé des retards de production de sa thérapie génique. Donc, un lancement aussi peut-être qui pourrait être un peu retardé. Un peu décalé. Au niveau des financements, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Alors, beaucoup de fonds ont été levés depuis le début de l'année. On en est précisément, Laurent, à 801 millions d'euros qui ont été levés par les 32 biotech françaises, en incluant les IPO. Alors, par rapport à 2020, on est sur une baisse de un tiers environ. À la même époque, on avait levé 1,2 milliard d'euros précisément sur les 32 biotech. Là aussi, c'était dans un contexte exceptionnel. Donc on a une baisse de 33%, mais malgré tout, on a quand même beaucoup d'opérations qui ont été réalisées, puisqu'on en est à 56 opérations contre 60 opérations l'année précédente. Donc on va dire à la même période, c'est quelque chose qui est stable. Par contre, on a connu, et c'est quand même important de le souligner, on a connu 4 opérations d'introduction en bourse cette année, contre aucune en 2020. Donc c'est un contexte qui a été favorable pour ces sociétés-là, avec notamment MaaT Pharma qui a levé pas loin de 30 millions d'euros récemment. Donc c'était une année très porteuse sur la partie introduction en bourse qui vient étoffer le secteur. On est quand même sur une année classique en termes de levée de fonds. Oui. C'est la 5e meilleure année en historique à cette période-là. Il faut quand même le souligner. Il faut le souligner. Donc on est sur une bonne dynamique, sans que ce soit exceptionnel. On est sur une année classique. Par contre, voilà, beaucoup d'opérations et notamment des introductions en bourse. Bon, et puis on se retrouve, Sacha, en janvier pour faire peut-être un petit bilan de cette année 2021 et puis surtout voir ce que cette année 2022 nous réserve en termes, là aussi, d'essais cliniques, d'annonces de résultats et peut-être, qui sait, de futures introductions. Avec plaisir, Laurent. Merci beaucoup, Sacha, pour ce point d'actu. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Cédric Moreau, partenaire chez Sofinnova Partners. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Alors on rappelle Sofinnova Partners, société de capital risque française spécialisée dans les sciences de la vie. Et on voulait vous inviter aujourd'hui parce qu'il se passe pas mal de choses finalement dans votre secteur. Des choses qui sont peut-être pas forcément visibles ou accessibles pour l'investisseur individuel. Je m'explique un petit peu, on va un petit peu dresser le portrait. On se rend compte en ce moment qu'il y a beaucoup d'activités dans le domaine des sciences de la vie avec des fonds de capital risque, notamment le néerlandais LSP, qui sont rachetés par des fonds de private equity, en l'occurrence EQT, le suédois. Plus près de nous, on a eu Kurma, racheté par Euraseo en France. Ça semble un petit peu cryptique comme ça. On a d'un côté les fonds de capital risque qui sont plutôt en amorçage, au début des sociétés, les fonds de private equity qui arrivent plutôt plus tard. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet écosystème qui est, on doit dire, extrêmement important pour les biotech et notamment les biotech françaises? Alors oui, Laurent, c'est vraiment une lame de fond aujourd'hui dans ce secteur-là et cette convergence. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de clarifier un petit peu la situation. On va expliquer les choses très simplement, on va être super pédagogique. Voilà, alors un fonds comme Sofinnova Partners, c'est un fonds de capital risque, donc à vocation à investir dans des sociétés plutôt au démarrage, au début. Et puis petit à petit, et j'en suis l'ambassadeur avec ce fonds Sofinnova Crossover, a décidé d'accompagner les sociétés à un stade plus avancé, donc qui peut être la série C, D, pré-IPO, IPO, voire même les sociétés cotées. On n'est plus seulement à l'amorçage, on accompagne le développement de la société, parfois jusqu'à l'introduction en bourse. Absolument, voire même au-delà. C'est du capital croissance qu'on réalise. Et puis, vous l'avez signifié, en parallèle, on a ces gros acteurs du private equity, ce qu'on appelle du buy-out, qui en général investissent dans les sociétés plutôt matures, qui réalisent des profits, ce fameux EBITDA. Et d'exploitation. Absolument. Voilà. Et qui de plus en plus déploient du capital dans ce qu'eux ils appellent le early stage, donc plus en amont, pour aller aussi sourcer de l'innovation. Et ça, c'est très intéressant, puisque c'est quand même ces acteurs-là qui détiennent les trions, qui ont des capacités de financement exceptionnelles. Vous faisiez référence à EQT, qui est en train d'essayer de racheter l'activité générique de Sandoz, de Novartis, autour de 20 milliards. Donc on voit que c'est des montants absolument colossaux. EQT qui s'était introduit en bourse en 2019, ça avait été un succès d'ailleurs. Absolument. Donc
donc ils ont ces capacités de financement qui sont très importantes. Et donc nous, acteurs chez Sofinnova, on essaye d'aider nos entrepreneurs à accéder à ces nouvelles poches, à ce capital, à ces acteurs. Bien sûr aussi en le faisant de manière réfléchie, puisque c'est des acteurs qui sont puissants, c'est des acteurs qui sont très contrôlants. Ils ont souvent souvent envie de voir un petit peu ce qui se passe dans la stratégie d'entreprise. C'est une activité, on va dire, qui est souvent majoritaire, une stratégie majoritaire. Alors nous aussi, nous sommes actifs au sein de nos sociétés. C'est là où on se rejoint. Mais l'idée, c'est de mettre en place des gouvernances qui soient, on va dire, efficaces et appropriées dans nos sociétés. En tout cas, c'est un phénomène qui va durer et qui est très porteur pour notre secteur, puisque c'est encore plus de capital dans le financement de nos sociétés innovantes. Ça veut dire que ces deux acteurs vont dialoguer beaucoup plus régulièrement, peut-être qu'avant qu'ils ne le faisaient. Comment ça va se passer, finalement, cette interaction? Laurent, je peux vous dire qu'au jour le jour, on va dire depuis 18 mois, maintenant, quand on regarde un dossier, souvent, parmi ceux qui regardent les dossiers qu'on regarde, donc ces fameux potentiels co-investisseurs, on a des acteurs du private equity qui rôdent et qui regardent les dossiers. Donc, ils sont potentiellement des co-investisseurs avec nous au sein des sociétés. Donc, ça permet de penser à des tours de table plus significatifs. Et puis, le deuxième levier, c'est évidemment des possibilités de sortie, puisqu'à un certain moment, quand on aura fait, nous, notre travail de capital croissance, avec cette meilleure compréhension de ce qu'on fait au sein de ces sociétés, ces acteurs du private equity vont pouvoir prendre le relais. Et donc, pour nous, chez Sofinnova Partners, aujourd'hui, on a des sorties qui sont bien sûr les marchés financiers, les sorties industrielles via des fusions-acquisitions, mais également ces acteurs du private equity qui prennent naturellement le relais lorsqu'on a fini notre travail. Alors, on voit ça comme quelque chose de plutôt positif, mais vous l'avez dit, ce sont des stratégies souvent actives. On sait, les biotech, quelquefois, c'est un chercheur qui a une idée, qui développe une société. Il n'y a pas peut-être un risque parfois de perdre son âme avec des fonds qui arrivent comme ça, avec des stratégies un peu dominantes et justement qui pourraient modifier l'idée de base d'une biotech, par exemple? Alors, je vous parlais de l'importance de la gouvernance. C'est ce que nous, on essaye de faire au jour le jour, c'est-à-dire de faire en sorte que ces sociétés qui passent à des stades plus avancés s'équipent en termes, bien sûr, d'actionnaires et de gens sophistiqués autour de la table, talents, et ce qu'on vient d'évoquer, et de talents, mais également faire en sorte d'apporter effectivement les bonnes connaissances, les bonnes compétences, que ce soit au sein du conseil d'administration ou au sein de l'équipe dirigeante. Et c'est comme cela qu'on agit et qu'on essaie de créer de la valeur au sein de nos sociétés. L'investisseur individuel qui nous regarde, il dit bon, c'est intéressant, c'est peut-être un petit peu loin de moi. Moi, ce que je regarde, effectivement, ce sont surtout les biotech cotées, et c'est aussi la formule du journal des biotech. Et je me dis, finalement, quand on évoque ces différentes possibilités, est-ce qu'il y a encore la place, besoin même, sacrilège, d'introduction en bourse aujourd'hui pour ces sociétés, sachant que, vous venez de le dire, l'écosystème de bout en bout est présent? Alors, question complètement légitime. Moi, je pense que l'effet vertueux de ces acteurs plus sophistiqués, avec plus de capital, avec une capacité à structurer ces sociétés, à les faire grandir, mécaniquement, lorsque ces sociétés vont se présenter au marché pour des introductions en bourse, elles vont se trouver en situation beaucoup plus forte, bien sûr en termes de capitalistique, mais aussi, on l'a dit, en termes de compétences, en termes de maturité des portefeuilles. Et donc c'est là où je crois qu'il faut voir ce marché du non-coté et du coté comme un continuum finalement, où maintenant ces acteurs du private equity plus puissants, plus organisés, plus structurés, vont pouvoir amener des sociétés encore plus matures et encore plus prometteuses et plus solides, puisque, faut bien le reconnaître, c'est un petit peu ce qui a pêché ces dernières années, d'amener des sociétés un peu trop tôt, mais tout simplement parce qu'elles n'avaient pas d'autres opportunités. Et c'était plutôt par défaut qu'elles se présentaient au marché. Là, ce sera une stratégie volontariste et préparée lorsqu'elles envisageront une introduction en bourse. Bon, donc,
on espère, moins de déception aussi pour l'investisseur individuel qui souhaiterait participer. Il faut qu'on parle aussi forcément, puisque je vous ai sur le plateau, j'en profite du Covid-19. On pensait aller en sortir péniblement. On a ce nouveau variant radicalement différent et on s'interroge forcément sur les conséquences que ça a sur le secteur de la santé, et ça vous allez nous dire, et puis là aussi plus égoïstement on va dire sur les biotech, notamment les biotech françaises qui interviennent dans le secteur. On peut parler de Valneva qui a bien rebondi ces dernières semaines, on peut parler d'Osé aussi qui a communiqué récemment des données sur son vaccin. Alors, sur cette thématique Covid, je crois que le variant Omicron nous rappelle juste que c'est pas fini et que ça va durer. Malheureusement. Donc, malheureusement. Donc, cet, on va dire, engouement, cet appétit qu'on a eu autour du secteur de la santé l'année dernière, c'est pas un feu de paille, quoi. C'est pas un feu de paille. Ça va être vraiment un phénomène pérenne, durable, et je crois qui met la santé, et en particulier l'innovation dans la santé, donc les biotechnologies, au cœur des stratégies et du système. Et donc c'est ça qui, je crois, nous rappelle en premier plan ce variant Omicron. Je crois que Stéphane Bancel, le patron de Moderna, a fait quelques commentaires dans la presse hier pour nous signifier effectivement qu'il y avait une trentaine de mutations au niveau de cette fameuse protéine Spike et que les vaccins actuels devraient quand même être beaucoup moins efficaces vis-à-vis de ce nouveau variant et qui vont même amener des laboratoires comme Moderna et Pfizer pour développer oui. Ils expliquaient une centaine de jours, je crois, pour essayer de développer un nouveau vaccin. Et encore, centaines de jours, c'est un miracle avec cet ARN messager. Voilà, très vite à cette mais il faudra bien sûr quand même quelques mois pour valider. Donc, globalement, si on se projette un petit peu dans 2022, 2023, eh bien, on va bien sûr continuer à être porté par cette pandémie et donc cet intérêt autour de l'innovation dans la santé. Alors, vous avez évoqué Valneva, Osé. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est deux sociétés qui sont nantaises. Donc, on voit qu'il y a des hubs, des clusters d'expertise, absolument. Et donc, avec des stratégies d'ailleurs très différentes. Valneva qui est plutôt sur un virus inactivé, donc une technologie ancienne, sans classique. Que ce soit péjoratif. Et puis Osé qui a effectivement sorti des premiers data ce matin d'un vaccin plus universel et qui pourra avoir un spectre beaucoup plus large avec des nouveaux épitopes. Donc là, je pense qu'on a en tout cas le témoignage de ce que va être encore pendant quelques années l'importance de l'innovation et de la biotech pour passer cette pandémie et résister à ce virus Covid-19. Sans compter, c'est vrai que ça c'est un aspect aussi sur lequel j'aimerais vous entendre. Nous, ici, on parle plutôt biotech, medtech, mais aussi la tech en général, les applications numériques, le digital de la santé, qui aussi commence à prendre une part de plus en plus importante dans ce secteur de la santé innovante. Alors Laurent, c'est un très bon point et on y est très attentif chez Sofinnova, qui est quand même, pour le rappeler, leader dans le domaine du capital risque en Europe, avec 2,5 milliards d'actifs sous gestion, très actif puisqu'on a fait encore 20 nouveaux investissements cette année, 20 autres qui demandaient de soutenir les sociétés du portefeuille, qui ont levé au global près d'1,5 milliard. Donc vous voyez, ce sont des chiffres qui sont quand même en forte accélération et qui traduisent ce que vous venez de dire, c'est ces afflux capitaux. Alors on a parlé du private equity, c'est une première manne. Il y a une deuxième manne, c'est les fonds étrangers, internationaux, qui aussi regardent l'Europe comme une terre d'innovation. On a bien sûr l'exemple BioNTech, on parle de Valneva, d'Osé, mais il y en a plein d'autres, et qui veulent aussi investir et s'exposer à l'innovation européenne. Et puis, vous venez de le mentionner, les acteurs de la tech, qui ont beaucoup de moyens, et pour laquelle la thématique santé devient aussi très très important dans leur deal flow, donc dans leurs opportunités d'investissement. Et nous, on regarde notamment de très près tout ce qui est médecine digitale, puisque on pense que c'est une thématique importante en combinant tous les aspects data, mais aussi toutes les puissances de calcul. Et ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs qu'il y a à la fois l'activité B2C, donc des applications directement vers le patient. Pour suivre son diabète, par exemple. Moi, je pense exactement. L'observance. On sait qu'un des gros problèmes et enjeux de cette industrie, c'est cette capacité à des patients à bien suivre leur traitement. Ça semble basique dit comme ça. Mais... la posologie. Et puis l'autre volet,
c'est un volet plutôt, on va dire, B2B, où on a de plus en plus d'alliances et d'intérêts entre ces acteurs de la tech, du digital, médecine digitale, et puis les pharma, qui voient l'intérêt pour optimiser leur développement préclinique, clinique, optimiser et améliorer les rendements, la productivité de la recherche. Et très récemment, d'ailleurs, on a eu Sanofi, il y a une petite dizaine de jours, qui a annoncé un investissement de 180 millions de dollars dans une société qui s'appelle Owkin, d'intelligence artificielle, pour justement travailler sur des cibles cancer et essayer de trouver des nouvelles cibles innovantes avec ces puissances de calcul. Ouais, donc il va falloir également suivre le développement de ce nouveau secteur avec des champions sans doute qui vont émerger dans les mois, peut-être, années qui viennent. Absolument, suivre. Et nous, chez Sofinnova, on le suit de très très près. On est un acteur des sciences de la vie, donc c'est la santé, c'est le développement durable. Et puis on regarde aussi la médecine digitale de plus en plus près. Et ça va être une thèse d'investissement incontournable, c'est certain. Bon, on va finir par parler de certaines sociétés justement dans le portefeuille de Sofinnova Crossover, et on en profite parce qu'il y a le Téléthon ce week-end, et on voulait parler thérapie génique justement avec deux sociétés, Gensight et Sensorion. On rappelle peut-être ce qu'elles font et les publications, les résultats qu'elles ont récemment dévoilés. Alors, tout d'abord, je crois que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut rentrer dans ces thématiques. Vous avez évoqué la thérapie génique. La stratégie chez nous, ça a été d'analyser comment la connaissance des technologies pouvait s'appliquer dans certains domaines, dans certains organes. En l'occurrence, on a choisi, vous l'avez dit, l'œil et l'oreille. Voilà. Juste, Cédric, courte aparté, thérapie génique qui fait peur. Alors que c'était vu, en tout cas, comme un formidable potentiel, là, les gens sont soudain assez sceptiques là-dessus, alors qu'il y a beaucoup d'espoir qui repose sur cette innovation. Laurent, vous avez tout à fait raison. L'année 2021 a été compliquée pour la thérapie génique. Il y a eu beaucoup de problèmes, et notamment, et j'en viens à la thématique d'investissement, c'est ce qui a posé problème, c'est beaucoup d'approches, on va dire, systémiques, donc générales, donc pas avec des injections locales, ciblées, et qui ont provoquer des problèmes d'effets secondaires. Donc, et ça valide un petit peu notre thèse d'investissement à l'époque, qui était de plutôt cibler des organes qu'on dit clos, fermés, qui ont ce immune privilège qui est très important avec cette approche de thérapie génique, et donc des injections et des approches ciblées. Donc l'œil avec Gensight et l'oreille avec Sensorion. Voilà, alors je peux vous en dire un mot évidemment. Alors sur Gensight, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a dans cette société deux projets et plateformes indépendantes et qui ont délivré des preuves de concept, donc d'efficacité et de bonne tolérance. Alors évidemment, l'essentiel des regards sont tournés vers l'Umevoq, pour lesquels effectivement on est en phase avec cette société d'approbation en Europe. Alors il y a eu un petit contretemps lié à un process de production qui doit être relancé pour pouvoir délivrer les lots cliniques qui soient nécessaires à l'enregistrement du produit. Et puis là, il faut quand même reconnaître que l'EMA s'est montré très compréhensive et conciliante pour donner le temps nécessaire à la production de ces lots. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir un produit qui est peut-être à 12 mois, on va dire, de sa mise sur le marché. Et puis en parallèle, on a eu aussi une actualité chez Gensight. C'est sur la neuropathie optique inhibiteur de Leber, sur Gensight. Absolument, vous faisiez référence à Téléthon. On a notamment aussi le patient 15 qui date de 2015, Julien, qui fait en ce moment pas mal de plateaux télé. Il a sorti un livre expliquant comment ce produit de Gensight, qui était dans le cadre de la phase 1-2, a pu changer sa vie. Et j'invite tout le monde à lire son ouvrage. On se revient sur la finalité des biotech, améliorer, changer la vie des patients. Le côté impact. Le côté impact. Quoi de plus impactant que de changer la vie des patients, et en tant qu'investisseur, c'est le plus beau, ce type de témoignage, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, et c'est ce qui nous motive, on va dire, tous les jours à nous lever tôt le matin et à nous coucher tard le soir. Donc voilà. Et j'évoquais juste le deuxième produit chez Gensight, le GS030, l'optogénétique, parce qu'on a eu une première mondiale dans une pathologie plus large, multigénique, et qui, pour le coup, commence à démontrer des résultats d'efficacité, avec un deuxième patient qu'on a annoncé récemment avec une réponse partielle, et puis là une tolérance qui pour l'instant a l'air d'être significative et bonne. Donc globalement, voilà, pas mal d'actualités à venir, et les promesses
d'un produit qui devrait arriver sur le marché à moyenne échéance. Et sur Sensorion, rapidement? Alors Sensorion, je vous parlais de croissance tout à l'heure. On a investi mi-2019 dans cette société. C'était une société l'idée par le président directeur général Nawal Ouzren, qui est formidable, qui à l'époque avait une quinzaine de collaborateurs au maximum et grosso modo un mois de cash en Il fallait banque. staffer tout ça un petit Donc peu. il fallait staffer, il fallait financer. Ouais. Donc on a co-investi avec des co-investisseurs américains qu'on connaissait très bien, Invus, et qu'on respecte beaucoup. On a levé avec 3 levées successives autour de 80 millions d'euros. Et aujourd'hui, cette société, je crois qu'on va terminer l'année à peu près à 55, on va dire, employés temps plein chez Sensorion. Donc vous voyez la croissance. Et l'idée, c'était effectivement de, vous parliez de talent tout à l'heure, d'apporter les talents, les compétences. C'est une société qui historiquement était sur la petite molécule, qui se développe de plus en plus dans la thérapie génique avec un acteur et un accord très structurant avec l'Institut Pasteur, où il y a déjà 3 licences qui ont été signées avec l'Institut Pasteur. Et donc, voilà, c'est vraiment une histoire de croissance. 2 ans et demi après, c'est une société déjà qui a bien évolué. Alors évidemment, il y a encore de la croissance à venir. Prochaine étape, ce sera les résultats de phase 2 qui vont arriver très tôt, début d'année prochaine, sur justement l'héritage du passé, qui est le produit de petites molécules dans la perte soudaine de l'audition. Et donc, voilà, c'est tout le travail qu'on peut réaliser en quelques années dans une société comme ça pour l'aider à grandir et à grossir. Et ben voilà, de la présentation de l'environnement général à l'exemple, au cas très concret de société Gensight. Sensorion, merci beaucoup Cédric Moreau, partenaire chez Sofinova Partners, d'avoir fait pour nous ce point sur l'actualité du secteur. Merci Laurent, c'est toujours un plaisir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.